Bonjour à tous. Donc aujourd'hui nous parlerons du travail et de l'emploi, du travail solidaire, notamment le travail solidaire et l'emploi, dont je vous invite à partager. Et dans moins d'une minute on va démarrer, on va vous parler de notre vision sur comment on pourrait redonner, recréer de l'emploi au Cameroun, mais de l'emploi utile, permettant à tous les Camerounais d'avoir un emploi et de travailler finalement. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens recherchent, les gens veulent travailler. Les gens ne veulent pas de l'assistance, ils veulent travailler. Et donc notre objectif, c'est de trouver un mécanisme permettant aujourd'hui aux citoyens d'avoir un travail et donc vivre dignement. Donc, c'est de ça que nous allons aborder aujourd'hui. C'est de ça qui sera question. Donc, n'hésitez pas à partager. On démarre dans quelques secondes. Alors, on va démarrer. On va parler de l'emploi. On va parler de l'emploi. Donc, pour parler de l'emploi, avant de parler de l'emploi, on va faire un retour un peu dans l'histoire. Alors, il faut comprendre que le développement est étroitement lié à l'emploi. Et si on regarde aujourd'hui les pays développés, notamment les pays européens, leur développement s'est fait entre le 16e et le 18e siècle. Ça s'est fait entre le 16e et le 18e siècle. Et c'est au 19e siècle finalement que ils ont industrialisé un développement qui avait déjà commencé. Ça veut dire que entre le 16e et le 18e siècle, on a construit finalement les édifices et les infrastructures que nous voyons aujourd'hui. Si on prend le cas de la France, le palais de Versailles a été construit en 1661. Si on prend l'Italie, le pont du Rialto, c'est en 1591. Le chemin de fer, la première ligne de chemin de fer dans le monde, à Darlington, en Angleterre, on était en 1825. Donc, ce développement a eu lieu quand déjà les systèmes bancaires n'existaient même pas. On n'avait pas encore les banques. Les premières banques ont vu le jour au 19e siècle. Et ce qu'il faut retenir aussi de cette période, c'est que les dirigeants de cette période-là, c'était les rois. Ces rois, finalement, ce sont eux qui dirigeaient à cette époque-là. Attendez, je vais prendre mon curseur. Donc, à cette époque, à cette époque, les nations étaient dirigées par des rois. Et donc, les gens travaillaient complètement gratuit. Ils travaillaient gratuitement. Donc, on avait des esclaves blancs. Moi, je préfère parler d'esclaves que de parler d'ouvriers. C'était des esclaves blancs qui ont permis de construire finalement, de développer cette industrie européenne entre le 16e et le 18e siècle. Donc, entre le 16e et le 18e siècle, c'était des esclaves blancs. On parle d'ouvriers, mais moi je parle d'esclaves parce que ces gens travaillaient sans être payés. Ils travaillaient dans les industries du textile, de métallurgie, de la céramique, de la verrerie. Tous ces gens travaillaient gratuitement pour les rois, pour les maîtres. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont bénéficié de cette main-d'œuvre gratuite. Et c'est ça qui a permis de développer finalement, de construire les infrastructures entre le 16e et le 18e siècle. Et après, il y a eu la révolution, c'est-à-dire des gens, cette population qu'on considérait des barbares, ils ont dit, nous ne voulons plus travailler dans ces conditions, et ils se sont révoltés. Et donc, il a fallu maintenant penser une nouvelle façon de travailler. C'est là où est arrivé les machines, la machine à vapeur, et au 19e siècle. Et c'est comme ça qu'on a commencé à automatiser, à insérer la machine dans la production. Et là, on est entré au 19e siècle dans le monde de l'industrie. Et c'est ce même mécanisme qu'ils ont utilisé, si je prends le cas du Cameroun,
entre 1906 et 1911 pour construire les chemins de fer, Douala Konsamba que nous utilisons aujourd'hui. Ce sont des Camerounais qui ont travaillé, qui travaillaient gratuitement, qui étaient fouettés par les Allemands, qui travaillaient à main, sans des instruments, au pelle. C'est comme ça qu'ils ont pu construire 200 kilomètres de chemin de fer que nous utilisons aujourd'hui. Ils ont construit ça à main levée. C'était avec des pelles, des brouettes qu'ils ont pu construire ces 200 kilomètres de chemin de fer. Et donc, ça veut dire en réalité que le développement, hein, les infrastructures de développement qui ont été réalisées à cette époque-là ont été réalisées parce que la main-d'œuvre, elle était gratuite. Si on revient à notre époque d'aujourd'hui, c'est ça qu'on va regarder. C'est-à-dire, si on fait une pause sur cette époque et on revient au monde d'aujourd'hui, vous voyez que ces chemins de fer construits par des Camerounais qui n'étaient même pas équipés, ça a coûté aux Allemands 0 francs CFA. Et finalement, un siècle après, nous inaugurons, hein, les wagons qu'on change tout le temps. Hein? C'est-à-dire, on n'a pas pu nous-mêmes construire ça. Aujourd'hui, on a des hommes en veste et en cravate qui inaugurent ces chemins, hein, ces chemins de fer, alors qu'ils ont été construits un siècle avant par des hommes qui travaillaient à main nue, finalement. Et si on revient à notre époque, pour construire environ ces 300 km de chemin de fer, ça nous coûterait 1000 milliards. 1000 milliards, sachant qu'on a un budget de 7000 milliards et on a pratiquement 2000 milliards alloués à la dette, ça veut dire qu'il nous reste 5 milliards. Donc, à peu près, il nous reste 4 milliards pour gérer un pays, ce qui est pratiquement impossible. Ça veut dire que si on utilise les mécanismes qui existent aujourd'hui, c'est-à-dire avec la Banque mondiale, le FMI, on va emprunter, on va nous imposer une entreprise, ça veut dire que même dans 1000 ans, on n'aura jamais, on ne pourra pas refaire ce que les gens ont fait avant nous, c'est-à-dire construire un chemin de fer qui va relier le nord du Cameroun au sud du Cameroun. Le nord du Cameroun, au sud du Cameroun, on a 1200 km. Ça veut dire que ça sera impossible pour nous de réaliser cela. Donc, il faut penser à un autre modèle, sortir de ce modèle. Et ce modèle doit s'inspirer de ce qui a été fait avant. Ils ont bénéficié d'une main-d'œuvre gratuite. Et c'est ça, en fait, qui a permis de construire ce chemin de fer Douala Konsamba. C'est la main-d'œuvre gratuite allemande que les Allemands avaient au Cameroun qui a permis de réaliser cela. Si on revient à notre époque, les Allemands n'auraient pas pu construire ces 200 km de chemin de fer parce que ça aurait coûté des milliards et personne n'accepterait travailler dans ces conditions aujourd'hui où finalement les gens étaient fouettés pour travailler et parfois même tués. Qu'est-ce que ça va alors nous enseigner? Ça va nous enseigner concrètement que si nous voulons construire notre pays, on doit réinventer le travail. Et ce travail, c'est ce que nous on appelle le travail solidaire. Le travail solidaire. Ça veut dire que c'est un travail avec pour objectif, avec pour un seul objectif, construire notre nation. On ne peut pas construire une nation avec des jeunes âgés de 18 ans à 40 ans qui sont tous sur des mototaxis en train de faire des mototaxis. Quand est-ce qu'on se met ensemble pour construire la nation, pour construire ce chemin de fer que les Allemands ont fait? Ça n'a pas de sens. Il va falloir un moment qu'on se pose, qu'on se regarde droit dans les yeux et qu'on se dise, le travail que nous faisons individuellement, ce n'est pas un travail qui permet de construire un pays. Si à l'époque allemande, tous les Allemands choisissaient arriver au Cameroun et trouvaient tous les Camerounais en train de faire la moto-taxi, tous les Camerounais en train de vendre les beignets au marché, les Allemands n'auraient jamais pu construire ces 200 km de chemin ferré. Donc la réalité, c'est que si on le veut, il va falloir qu'on se mette ensemble pour travailler, pour faire du travail solidaire, du travail utile, hein,
à la construction de la nation. Et on ne peut plus faire ça comme à l'époque allemande où finalement les gens travaillaient et étaient fouettés. Et les gens ne peuvent pas non plus abandonner leur travail au quotidien ou ce que j'appelle les métiers de la débrouille pour venir travailler pour construire la nation et n'avoir rien à manger. Donc ce qu'il faut mettre, c'est un nouveau mécanisme, ce qu'on appelait la carte de dignité. Donc la carte de dignité, c'est à la fois un travail qui permet aux gens d'aller travailler au quotidien dans des pôles qui permettent de construire la nation. Dans la santé, la construction des chantiers, l'éducation, l'urbanisation, etc. Donc ces gens, au lieu, cette maman de 50 ans, au lieu d'aller sur le marché avec un plateau et déambuler dans la ville, avec un plateau, c'est inhumain. Cette femme, elle pourrait l'orienter plutôt pour travailler dans les cantines scolaires où finalement elle va aider à faire de la cuisine pour les enfants. Pendant que les parents de ces enfants sont sur des chantiers solidaires. Et elle-même, pour ce travail-là, elle reçoit une carte de dignité et donc, au lieu de passer sa journée sur les marchés, elle a cette carte de dignité qui est créditée parce qu'elle travaille, elle fait un travail qui aide la nation et, et avec cet argent, elle peut aller dépenser cet argent dans les pharmacies, transports, supermarchés. C'est la même chose pour le moto-taxi. Au lieu de passer sa journée sur la moto, il est reconditionné pour travailler dans les infrastructures. Et en échange, on lui donne une carte d'identité qui permet de faire ses achats au quotidien, ce dont il a besoin dans les pharmacies, transports, supermarchés, les librairies pour acheter les cahiers des enfants, etc. Alors la question qu'on peut se poser, comment ces supermarchés seront alimentés? D'où les produits vont venir d'où? Si je prends cette maman qui a un champ de bananes derrière sa maison et qui finalement travaille dans une école à la crèche pour nourrir, pour faire de la cuisine, et elle est payée dans la carte de dignité, cette maman va me dire, ah, moi j'ai aussi, au quotidien, j'ai aussi quoi? Au quotidien, moi j'ai ma plantation qui me produit des bananes. Qu'est-ce que je fais de ces plantations qui produisent les bananes? Au lieu de voir cette maman qui passe ses journées à déambuler dans la rue pour vendre ses bananes, elle vient dans ce qu'on appelle les points de collecte de l'agence de régulation des prix, où finalement c'est une bourse où on suit les prix en fonction de l'offre et de la demande. Elle arrive là-bas avec ses champs, avec ses bananes, elle vient, elle dépose ses bananes et elle est payée immédiatement. Donc si la valeur des bananes actuellement c'est 2000 francs, on lui remet ces 2000 francs et elle n'a pas besoin d'aller déambuler dans les villes avec des bananes. Elle reçoit ces 2000 francs et c'est cette banane-là qui va alimenter les supermarchés où les gens viendront acheter les produits via la carte de dignité. Et donc le rôle de l'agence de régulation des prix sera effectivement d'acheter les produits à la production locale et alimenter ces supermarchés. Et dans les supermarchés, les produits que nous n'avons pas, ils auront aussi pour rôle d'aller au niveau international, dans le marché extérieur, faire de l'importation des produits qu'on n'a pas pour alimenter ces supermarchés. Et donc, c'est un travail qui existe déjà, qui a été fait. Il y a un Camerounais qui travaille depuis des années là-dessus, qui a travaillé, qui a déjà une solution prête à l'emploi. Il suffit simplement qu'on l'implémente. Et ça va permettre de vider nos villes, finalement, de ces gens qui se débrouillent et utiliser cette ressource de façon efficace, de façon efficiente et ne plus laisser ces gens dans l'indignité totale. Parce qu'une femme de 60 ans qui marche dans la rue avec des bananes sur la tête toute la journée, c'est inhumain. Donc voilà ce que nous proposons au niveau de l'emploi. C'est vraiment arriver à 0% de chômeurs parce que tout le monde aura une activité, mais une activité qui soit en lien avec la construction de la nation. C'est le cas de cette maman, au lieu d'aller dans les marcher toute sa journée pour essayer de vendre sa banane, elle va dans un point relais de l'agence de régulation des prix et c'est acheté immédiatement au prix du marché. Et ce produit va alimenter les supermarchés où les gens viendront acheter avec la carte de dignité. Et la carte de dignité, c'est quoi? C'est à la fois un travail pour ceux qui travaillent pour la construction de la nation, mais c'est aussi un moyen de paiement où finalement on va créditer ces cartes de dignité pour que les gens puissent l'utiliser. Et donc on n'aura plus tous ces gens dans les marchés parce que c'est
à la fois inhumain de passer toute la journée assis sur le soleil et parfois ils font un travail, ils font tous des activités qui sont inutiles à la construction de la nation. Si on reprend ce que je vous ai montré au début, vous avez bien compris que les nations entre le 16e et le 18e siècle se sont développées parce que tous étaient dédiés à un travail qui était utile à la construction de la nation. Je vais prendre le cas par exemple des étudiants. On a au pays pas mal d'étudiants qui étudient, qui sont en faculté de médecine. On pourrait dire que dans chaque quartier, on va construire des centres de santé de proximité. Ces centres de santé de proximité, pour les construire, l'État devient partenaire, il apporte de l'argent, c'est-à-dire le matériel technique, le ciment, le sable, etc. Et il apporte la technique, c'est-à-dire les architectes qui vont concevoir. Derrière, on a les maçons qui ont, dans notre pays, qui ont une carte de dignité, des menuisiers qui ont une carte de dignité. Ces gens viendront travailler et là-bas pour construire ce centre de santé. Et au bout d'1 mois, on aura un centre de santé qui permet de faire de la médecine préventive. C'est prêt immédiatement. Alors, à côté de ça, qui sont les gens qui vont travailler dans ce centre de santé de proximité? On peut utiliser les étudiants de 5e et 6e année qui viennent au quotidien. Faire quoi? Faire quoi au quotidien, ces étudiants de 5e et de 6e année? Ils viennent faire des stages là-bas et ce sont eux qui font la consultation. Et en échange, on va créditer dans leur carte de dignité, ils vont être crédités pour le travail qu'ils font, solidaire à la nation. Et du coup, ces étudiants-là pourront aller acheter les produits dont ils ont besoin au quotidien dans des supermarchés où la carte d'identité ou la carte de dignité est acceptée. Ça permet à ces personnes-là d'avoir un minimum de vie digne et ne plus avoir des étudiants ou étudiantes qui ont besoin de se prostituer pour vivre. C'est le cas aussi si on s'intéresse à nos mototaxis, comme je disais tantôt. Tous ces mototaxis, c'est de la ressource que nous on perd, c'est de l'énergie, c'est des hommes et c'est de la ressource perdue qui pourrait nous être utile pour la construction de la nation. Donc, ça n'a pas de sens d'avoir dans un pays des hommes qui sont en âge, qui sont en bonne santé et qui peuvent nous être utiles pour construire notre pays derrière des motos. Si les Allemands avaient trouvé tous les Camerounais derrière les motos, finalement, ils n'auraient jamais pu construire les 200 km de chemin de fer qu'on utilise. Donc, on va requalifier ces gens-là, les envoyer faire un travail solidaire pour la construction de la nation. En échange, ils seront crédités dans une carte de dignité qui permet à ces gens au quotidien d'aller dans les supermarchés où cette carte est reconnue pour faire le travail, pour acheter ce dont ils ont besoin. Donc, en échange du travail solidaire qu'ils font pour la nation, ils sont crédités et peuvent faire des achats dans les supermarchés et vivre dans la dignité. Donc, on va remplacer un travail indigne par un travail digne. En compensation, on va créditer cette carte-là, ce moyen de paiement qui va permettre à ces gens-là de payer ce dont ils ont besoin, aller à l'hôpital, aller en pharmacie. Donc voilà notre vision aujourd'hui au niveau du travail. Et c'est ça que nous pensons que le Cameroun doit se diriger vers ça pour enlever tous ces jeunes de la rue parce qu'on a un pays à construire. Et je rappelle ici, la carte de dignité ne sera accessible que dès l'âge de 16 ans. En dessous de 16 ans, des enfants n'ont rien à faire dans des rues avec des plateaux sur la tête. Ces enfants-là peuvent être dans des centres d'activité où finalement, ceux qui viendront aider ces enfants à s'amuser dans ces centres d'activité, à faire de la créativité dans ces centres d'activité, eux-mêmes seront payés par ces encadreurs dans leur carte de dignité pour une activité qui est utile à la nation. Donc voilà ce que nous voulions partager au niveau du travail. Retrouvez-moi dans une autre vidéo, on parlera du logement, de la santé, etc. Merci bien et portez-vous bien.